Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, malgré la chaleur, les trains annulés et tous les aléas qu'on a tous pu avoir pour venir ici aujourd'hui. Je vais vous parler d'un outil stratégique qui est parfois trop sous-estimé sur les plateformes e-commerce. C'est le moteur de recherche et de découverte produit, comme on dit aujourd'hui. Et l'idée, ça va être de comprendre comment on est passé d'un outil qui était très binaire et très algorithmique à un vrai vendeur d'élite aujourd'hui sur un site e-commerce qui est aujourd'hui capable de tenir une vraie conversation. Ah, je vais y arriver avec le clicker. Juste revenir en arrière, si ça veut bien. Ok, donc avant qu'on rentre dans cette conférence, donc moi c'est Romain. Je suis dans le e-commerce depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je construis avec mon équipe des outils de Search and Product Discovery ou de Searchandising, c'est un peu comme on veut, qui sont open source, donc souverains, avec des coûts maîtrisés, et surtout qui redonnent le pouvoir aux marchands. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont déjà utilisé Elasticsearch ou qui connaissent la solution. Levez la main. Bon, j'aurais peut-être dû demander qui ne connaît pas. Mais en tout cas, merci. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est des produits qu'on a publiés en open source gratuitement. Donc, il y a plein de gens qui l'utilisent sans même que je le sache. Et ça fait toujours chaud au cœur de le voir quand je suis face à une salle. Donc merci pour ça. Une barre de recherche, un outil de searchandising sur un site e-commerce, c'est un vendeur. En tout cas, ça devrait être un vendeur. Un bon vendeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui répond vite aux demandes du client, qui est capable de reformuler les demandes du client si elles ne sont pas claires, d'amener vers le bon rayon, et qui est capable aussi de pousser au client final les produits qui sont en phase avec la stratégie business du marchand. Sinon, ce n'est pas un bon vendeur. Donc comment on a fait pour passer d'un algorithme de choses très mathématiques, vous allez voir au début, à quelque chose qui aujourd'hui est proche de l'expérience qu'on peut avoir avec un vrai vendeur en magasin. Et pour remonter cette histoire, on va voir qu'elle commence il y a très longtemps, il y a 50 ans aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais faire ce talk, parce qu'on peut considérer que les bases de tout ça sont apparues en 1976. Aujourd'hui, on parle d'IA, on parle de recherche vectorielle, on a l'impression que c'est apparu en 2022, c'est faux. Les bases de tout ça, ça fait bien longtemps qu'elles ont été posées par des gens à la base de l'université de Cambridge. Et qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? Ils ont cherché en fait à modéliser ce que nous, en tant qu'humains, on appelle la pertinence de façon mathématique. Donc c'est ce qu'ils ont appelé la récupération d'infos probabilistes. La thèse, c'est de dire la pertinence d'un document dans un corpus de texte. En fait, c'est une probabilité. Donc ça, c'était super. Mais c'était des maths, et en fait, en 1976, on n'avait absolument pas de machine capable de faire tourner l'algorithme qu'ils avaient couché sur papier. La base de leur algorithme, à l'époque, c'est ce qu'on appelle le TF-IDF. Donc TF, c'est Term Frequency, IDF, c'est Index Frequency. Et l'idée, ça va être d'être capable de donner un score à des documents dans un corpus par rapport, d'une part, à la fréquence des termes, et à ce qu'ils appellent leur densité, donc c'est leur présence au sein des documents. L'exemple qu'on donne ici, c'est si je cherche une robe rouge, comment le moteur peut savoir que en fait, ce qui est important, c'est la robe et pas la couleur rouge. Il ne faut pas qu'il me remonte des t-shirts rouges ou des chaussures rouges. Ce qui est important, c'est vraiment la robe. Et c'est ce que cet algorithme permet de faire en fait, en mesurant la fréquence du mot robe dans le corpus de documents. Il parvient à dire, ok, robe, c'est rare, donc ça a de la valeur. Donc si quelqu'un cherche une robe rouge, on va d'abord mettre en avant les robes, et ensuite, s'il y en a des rouges, on les mettra après, mais on ne mettra pas des chaussures rouges ou des choses comme ça. Donc ça, c'était vraiment les tout débuts. En 1994, on a Internet qui apparaît et les premiers moteurs de recherche. Alors, ce n'est pas des moteurs de recherche comme sur les sites e-commerce aujourd'hui. À l'époque, c'était des moteurs de recherche type Google ou Bing, sauf que c'était ni Google ni Bing, c'était Yahoo, AltaVista, etc. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu, qui ont surfé sur Internet à l'époque. Bon. Oui,
C'était il y a longtemps. Moi, j'avais 6 ans et mes parents n'avaient pas d'ordinateur, donc j'ai pas eu la chance de surfer à cette époque. Mais en tout cas, c'est là qu'on a eu les premières applications de ces algorithmes pour classifier les pages des sites web et savoir faire remonter les bonnes quand on cherche quelque chose. Et c'est aussi l'époque où on a eu les premiers petits malins, en fait, qui venaient un peu truander l'algorithme pour remonter avant les autres. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient ce qu'on appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire que par exemple, dans une page de leur site, ils vont mettre 50 fois le mot chaussures pour que si quelqu'un cherche des chaussures sur Yahoo, leur site remonte en premier. Donc ça, c'est une première limite en fait de l'algorithme TF-IDF. Et donc il a fallu le faire évoluer. Et la première évolution, c'est ce qu'on a appelé le Okapi BM25. Donc Okapi, c'était le nom du système de recherche de l'université de Londres, je crois. C'est là où ils l'ont implémenté en premier pour tester. Et BM25, c'est Best Match 25. L'idée, c'est de venir aplatir en fait la courbe du TF-IDF de base et de dire, OK, en fait, il y a 2 fois chaussures. Si on le rajoute 50 fois de plus, ça ne doit pas changer le poids du document. C'est pertinent, mais ce n'est pas plus pertinent que tous les autres. Ça, c'était une première évolution et c'était aussi vraiment la première époque où on implémentait vraiment les algorithmes de recherche probabiliste dans des outils, on va dire, grand public, sur Internet et pas que dans les labos des universités. En 1995, on commence à avoir des plateformes e-commerce qui apparaissent. eBay, Amazon, c'est dans ces années-là qui sont apparus. Et en fait, ils ont eu un challenge à régler, c'était de se dire, OK, est-ce qu'on prend des algos comme le BM25 pour faire une recherche hyper pertinente en termes de linguistique, ou est-ce qu'on veut quelque chose d'hyper vivant qui réagit hyper vite aux mises à jour de stock, de prix, etc. Parce qu'en fait, le Okapi, BM25 et les autres algorithmes, ils sont hyper puissants, mais ils nécessitent des temps de traitement, enfin en tout cas, ils nécessitaient à l'époque des temps de traitement qui étaient très longs et qu'on ne pouvait pas se permettre de faire tourner en temps réel sur ces plateformes-là. Donc malheureusement, ou en tout cas pour satisfaire leurs besoins métiers, ils ont sacrifié à l'époque la pertinence linguistique et ils ont plutôt utilisé un moteur SQL pour être sûr qu'ils avaient quelque chose qui marche bien en temps réel sur toutes les mises à jour de prix, de stock, des produits, et que ça soit hyper réactif et vivant. Mais si vous faites un peu de technique, et je pense qu'il y en a dans la salle, vous savez que la recherche textuelle en SQL, c'est juste nul en fait, parce qu'on n'a aucune notion de pertinence ou de scoring. Donc on va juste chercher les produits qui contiendraient le mot chaussure, sans être capable de trouver les plus pertinents. Et surtout, c'est totalement sous-performant puisque ça nécessite de faire ce qu'on appelle un full scan de tout le catalogue pour dire en gros produit par produit, est-ce qu'il a chaussure, oui, non, est-ce qu'il a chaussure, oui, non, etc. Donc c'était pas performant, mais à l'époque, ils n'avaient pas vraiment d'autre choix que de partir là-dessus pour avoir une boutique qui soit vivante sur la partie animation, catalogue, gestion des stocks, etc. Ça va vivoter un peu comme ça, enfin vivoter, c'est quand même devenu des sacrées boîtes, Amazon et eBay, mais jusqu'en 1999, où là, il y a un concept qui apparaît, c'est le concept de l'index inversé. Le principe, ça va être d'inverser la logique et de construire un index où on va avoir tous les mots-clés de notre base, et en face de chaque mot-clé, on va mettre les produits qui sont concernés. Donc en fait, en inversant cette logique, on a quelque chose qui devient hyper rapide, et qui permet d'avoir une réindexation du catalogue, des documents, quasiment en temps réel, et idem pour la recherche. Donc ça, c'est vraiment un grand pas en avant dans le monde de la recherche et du merchandising. Ça a été créé par quelqu'un qui s'appelle Doug Cutting, qui a créé un outil qui s'appelle Lucene. Je ne sais pas si vous connaissez Lucene. Et il a eu l'excellente idée de publier ça en open source pour que tout un chacun puisse réutiliser en fait Lucene, construire par-dessus, l'améliorer, se l'approprier, le faire évoluer. Et ça a permis à cette technologie en fait d'essaimer assez largement. Et pour ceux qui ne savent pas, Lucene, c'est toujours la base aujourd'hui des moteurs de recherche modernes type Elasticsearch ou Solr. Il y a toujours des index Lucene dessous en fait à bas niveau. Donc on est sur une techno qui a fait date et qui est vraiment restée comme l'état de l'art et qui est encore utilisée aujourd'hui. Donc à ce stade-là, on avait un vendeur qui était capable de comprendre ce que le client lui disait. Je veux des chaussures, c'est déjà pas mal.
mais on est loin d'un vrai vendeur comme on l'entend aujourd'hui. En 2012, avec l'avènement de la navigation sur mobile, on se rend compte qu'il y a un souci qu'il faut absolument régler, c'est les fautes de frappe. Parce que quand vous êtes un e-commerçant, si quelqu'un fait une faute de frappe dans ce qu'il cherche, bah, c'est dommage de lui montrer 0 résultat, parce que techniquement, vous risquez de perdre des ventes. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas de solution technique pour faire ça en fait, de façon hyper performante. En 2012, la version 4 de Lucene a amené quelque chose qu'ils ont appelé un graphe précompilé. Bon, je vous passe le côté mathématique de la chose, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ils ont implémenté un algorithme qui s'appelle l'algorithme de distance de Levenshtein. Et l'idée, ça va être d'être capable hyper rapidement de détecter qu'on est à une distance de 1 lettre, 2 lettres ou 3 lettres manquantes entre ce que la personne a tapé et ce qu'on a vraiment dans notre index. Là, par exemple, si j'oublie le E de Magento, eh ben, cet algo, il est capable de comprendre « Ah, tiens, il a oublié une lettre, j'ai quelque chose qui ressemble fortement avec une distance de 1 caractère dans la base, eh ben, je vais lui montrer les choses qui parlent de Magento. » Et donc là, après cette étape, on a un vendeur qui est capable de reformuler légèrement, en tout cas, ce qui est venu chercher le client. Donc c'est encore un step-up. Mais pour moi, le vrai gros gap, c'est 2013. Parce que si on a un vendeur qui est juste capable de dire « Ok, vous cherchez des chaussures, je vous montre des chaussures », on n'a pas de stratégie business. Et un marchand, s'il vend des chaussures, il a probablement des accords avec Adidas ou Nike sur des tarifs négociés. Il sait qu'il va marger plus sur une marque que sur l'autre, etc. Et il va vouloir mettre en avant une marque plutôt qu'une autre. Ça, on ne pouvait pas le faire en linguistique pure. Si on cherche des chaussures, on trouve des chaussures. Et ben en 2013, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le function scoring qui est arrivée dans Elasticsearch, qui était un jeune outil à l'époque, et qui permet en fait de venir rajouter une surcouche sur l'algorithme linguistique de base pour injecter des règles métiers. Donc le principe, ça va être de dire, je fais ma recherche linguistique de niveau 1, je cherche des chaussures, je vais trouver des chaussures, mais je vais aussi dire au moteur, ok, je veux que tu mettes la marque Adidas en avant. Je veux que tu mettes les produits hors stock à la fin. Et donc, on va avoir un ranking final des produits qui est pertinent d'un point de vue linguistique. On aura bien nos chaussures, mais il sera aussi pertinent d'un point de vue business pour le marchand. Ce sera bien les marques qu'il a envie de mettre en avant ou les produits qu'il a envie de mettre en avant qui seront poussés à l'utilisateur final. Et là, notre vendeur, il est capable de comprendre ce que dit le client, de le reformuler un peu et de pousser les produits qui intéressent le marchand. Donc là, on rentre sur quelque chose qui va commencer à ressembler à ce qu'on peut trouver en magasin, puisque ça permet de faire en fait techniquement des têtes de gondole, des mises en avant, de mettre les produits plutôt en haut dans le rayon, au niveau des yeux de la personne qui navigue, etc. etc. Et c'est aussi 2013 l'année où moi et le reste de l'équipe, on a commencé à s'intéresser à ce domaine-là. En fait, à l'époque, on intégrait quelques solutions du marché dans nos projets chez Smile. On n'était pas forcément satisfait de ce qu'on voyait. On a eu envie de construire quelque chose à nous, puisqu'on avait déjà fait des prototypes dans d'autres domaines. On avait fait du NoSQL pour Magento avec MongoDB. On avait fait une implémentation de Varnish aussi. Donc on avait cette mentalité un peu de pionnier et très open source, très craftsman, où on construisait des choses pour améliorer Magento, qui était aussi une jeune solution à l'époque et qui proposait rien en fait en termes de merchandising, de mise en avant de produits, etc. Donc nous on s'est dit ok, on va prendre ce qui existe dans Elasticsearch à l'époque avec le function scoring, la distance de Levenshtein, etc. Ce que je vous ai expliqué avant, et on va le brancher sur Magento 1 à l'époque pour faire notre propre solution de merchandising et de product discovery. L'idée, c'était de pouvoir donner la main aux marchands pour implémenter vraiment leur stratégie business et faire les mises en avant qu'ils avaient envie de faire de leurs produits. Donc ça, c'était vraiment la genèse de nos travaux. C'est quelque chose qui n'avait pas de nom. On l'avait appelé Smile Elasticsearch parce qu'on n'avait pas trop d'inspiration. Et c'était le début de notre aventure. En 2016, enfin fin 2015 exactement, il y a Magento 2 qui est sorti, je pense que vous le savez.
Et à l'époque, on a constaté qu'il n'y avait toujours rien en fait dans Magento 2 pour faire du merchandising ou du searchandising. Et donc on s'est dit, on va réadapter nos travaux, on va les reconstruire. Cette fois, on va donner un nom au produit, donc on l'a appelé Elasticsearch. Donc on a encapsulé toute cette logique métier dont j'ai parlé avant dans notre produit. Mais cette fois, on a voulu aller un peu plus loin et on s'est dit, on ne va pas faire de la tech pour les développeurs, on va donner la main aux marchands. Donc on a encapsulé la logique métier derrière un back-office où le marchand peut vraiment venir, lui, en clicodrome, ajuster les produits qu'il veut faire remonter avec du drag and drop, avec des petites règles de boost où il vient ajuster des curseurs, des choses comme ça. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment redonner la main au marchand pour qu'il n'ait pas besoin de développeurs en fait, pour implémenter sa stratégie business. Parce que toute la partie technique derrière ça, la configuration d'Elasticsearch, le function scoring, etc., c'est de la tech, c'est compliqué, ça nécessite d'écrire de la configuration, etc. Et c'est aussi ça qu'on a voulu packager, encapsuler, pour vraiment redonner la main au métier. Et il se trouve qu'Elasticsearch est devenu assez populaire. Aujourd'hui, on doit être à presque 5 millions. Je pense qu'on les passera avant la fin d'année 2026 de téléchargement. Et c'est utilisé par vraiment beaucoup de boutiques sur Magento 2, un peu partout dans le monde. À l'époque où on a fait ce choix de créer Elasticsearch, on était à l'opposé en fait, de tout ce qui se faisait sur le marché. C'est beaucoup de solutions SaaS qui se sont lancées. Vous les connaissez, c'est Algolia, DoFinder, etc., Fredhopper. Nous, on les a toujours vus comme des boîtes noires. C'est toujours compliqué de comprendre leurs algorithmes de scoring, de savoir pourquoi tel ou tel produit est mis en avant. Et surtout, c'est des outils qu'on considérait à l'époque, et qu'ils sont toujours, comme non souverains. Parce qu'en fait, quand on prend un outil en SaaS, on lui donne notre catalogue en tant que marchand, on lui donne les données de nos clients, puisque c'est eux qui vont collecter qu'est-ce que les clients ont vu, qu'est-ce que les clients ont cherché, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, on a fait le choix d'entrer complètement en résistance vis-à-vis de ça, et de dire, non, en fait, la richesse du marchand, elle est dans les données clients, elle est dans les données catalogues, et elle devrait rester chez le marchand. Il devrait conserver, en fait, la maîtrise de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît un peu plus évident et auquel beaucoup de gens s'intéressent. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont plutôt foncé tête baissée de l'autre côté dans les briques SaaS et qui ont abandonné totalement la souveraineté de leurs données catalogue et clients à ces acteurs-là. En 2020, on a vu apparaître ce qu'on peut appeler la recherche sémantique. En tout cas, les besoins ont un peu évolué et on a cherché à être capable de décoder vraiment l'intention en fait, des visiteurs sur la plateforme. On a vu qu'un vendeur il doit savoir reformuler le besoin du client. Bon, on savait le faire sur les fautes de frappe, les choses comme ça, mais on n'était pas encore au niveau où on était capable, par exemple, si je rentre dans un magasin de vêtements et que je dis au vendeur je cherche un blouson, il va peut-être me proposer des vestes, parce qu'une veste et un blouson, c'est relativement similaire. En tout cas, ça peut servir le même besoin. Mais les algorithmes de recherche n'étaient pas encore capables de faire ça, sauf si on leur apprenait à la main, en faisant des synonymes ou des règles qui disent un blouson et une veste, c'est la même chose. Mais ça, c'est quand même assez fastidieux à contribuer et à maintenir. Donc la solution pour régler ce problème-là, c'est ce qu'on appelle la recherche sémantique ou la recherche vectorielle. Donc, je vous fais grâce de la partie mathématique, mais l'idée c'est de modéliser en fait des concepts, mais de façon géométrique et de calculer la proximité entre ces concepts dans un espace à n dimensions. C'est un peu abstrait, mais en fait on va transformer des mots en coordonnées géométriques et l'algorithme est capable ensuite de faire de la proximité entre eux pour dire qu'ils ont le même sens. Et donc on parle de recherche vectorielle parce que ce qu'on modélise en fait pour le mot veste ou le mot blouson, c'est vraiment des vecteurs et c'est des coordonnées en fait dans un espace. Et c'est là-dessus qu'on va faire de la proximité après et le moteur sera capable de dire oui, veste et blouson, c'est proche mathématiquement parlant. Donc en termes sémantiques, c'est proche aussi et on est capable de pousser les bons produits au client final. Donc là, on a un vendeur qui est capable de reformuler vraiment ce que les personnes cherchent et de pousser des produits qui correspondent à ce qu'ils sont venus chercher sur la plateforme.
Sauf que quand on implémente ça, on se retrouve avec un nouveau problème. C'est qu'on a d'un côté l'algorithme historique, donc tout ce qui est BM25, TF, IDF, qui est très fort pour faire de la pertinence. Et de l'autre côté, on a notre recherche vectorielle qui, elle, est très nulle pour tout ce qui est recherche de SKU, de code technique, par exemple les codes de pièces détachées, les choses comme ça. Et donc, il va falloir être capable de mixer les deux pour avoir une expérience qui reste satisfaisante. Donc, pour faire ça, il y a une façon d'unifier les scores, parce qu'on ne peut pas juste les additionner, malheureusement. Ils ne se calculent pas de la même façon d'un côté ou de l'autre. Donc, il y a ce qu'on appelle le Simple Rank Fusion. C'est encore un algorithme qui permet d'unifier les scores qui viennent de la recherche linguistique pure et les scores qui viennent de la recherche vectorielle, en donnant un score final qui reflète un peu un mix des deux. Et évidemment, on applique toujours par-dessus ça les règles business du marchand pour dire « Ok, on continue de mettre en avant telle ou telle marque, on continue de mettre en retrait ce qui n'est pas en stock, etc. etc. » La prochaine étape, et là on est en plein dedans, c'est toute la partie conversationnelle. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on était vraiment à l'âge de pierre en fait, du merchandising. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parlait vraiment au moteur comme des hommes des cavernes. En fait, on arrive, on dit robe rouge, au lieu de dire je cherche une tenue pour aller quelque part. Et ça, c'est en train de changer, parce que depuis un an ou deux, les gens ils commencent maintenant à être habitués à parler normalement aux machines et à dire je cherche quelque chose de bien précis pour aller au mariage de ma petite nièce, etc. etc. Donc il faut être capable de répondre à ce besoin-là. Et ça, on peut le faire avec des agents IA, évidemment, qui sont faits pour offrir une expérience conversationnelle. Mais par contre, le challenge que nous, on a vu quand on a commencé à travailler là-dessus, c'est qu'il faut être capable aussi de borner ces agents. Parce que vous savez tous qu'une IA, elle peut halluciner. Elle peut pousser des produits qui, par exemple, seraient hors stock parce qu'elle n'a pas la notion des règles business, etc., etc. Donc là, le challenge, c'est de construire un agent, mais qui soit quand même borné avec la logique business du marchand et qui pousse les bons produits, enfin qui continue de pousser les bons produits à l'utilisateur final. Donc ça, on peut le faire en faisant des agents qui vont, in fine, venir utiliser le même moteur de recherche qu'un humain. En fait, ils vont faire de la détection d'intention. Oh, je cherche une tenue pour le mariage de ma cousine. Ok, c'est probablement une robe un peu habillée. On va faire la requête de recherche. On va récupérer des robes. On va avoir les robes que le marchand il a voulu mettre en avant, de la bonne marque. On va avoir les robes qui sont en stock. Et après, on va avoir d'autres agents qui vont faire une autre passe de qualification pour être sûr que ça correspond bien à ce que la personne avait demandé, qu'elle n'a pas demandé la recette de la tarte aux fraises, etc., etc., et que l'agent reste dans les clous de sa mission, qui est au final d'être un vendeur et de proposer une expérience conversationnelle au client final. Donc si je résume, on est passé d'un algo qui était hyper binaire, à la base avec du SQL, donc soit le mot il est là ou il n'est pas là, qui ne savait pas corriger les fautes de frappe, qui ne savait pas reformuler ce qu'avait dit la personne, à quelque chose qui est capable de tenir une conversation avec un client final, qui est capable de tenir compte des besoins métiers du marchand et surtout qui est open source, souverain et qui permet de garder le contrôle sur chacune des étapes de la navigation. En 2026 maintenant, donc, on a des nouveaux challenges qui apparaissent puisque aujourd'hui, on navigue encore sur des sites e-commerce nous-mêmes. Et demain, a priori, il y aura probablement beaucoup d'agents qui vont commencer à naviguer, et qui le font déjà. Et le challenge, ça va être pour les marchands, en fait, d'être capables d'exposer leur catalogue correctement à des agents IA, à des Gemini, à des ChatGPT, etc. Et quand je dis correctement, ça veut dire en respectant les règles métiers, en exposant les bons produits, comme sur le site, ceux qui sont en stock, ceux qui font le plus de marge pour le marchand, etc., etc. Si demain, c'est mal exposé via ce canal-là, les marchands vont souffrir parce qu'ils ne vendront plus comme ils vendaient avant. Donc nous, en tant que constructeurs de solutions de merchandising et de product discovery, on va devoir aussi pivoter, s'adapter à ça pour gérer tout ce qui est trafic et navigation venant des agents IA. Donc
on va devoir migrer vers ce que moi j'ai appelé Product Intelligence Provider. L'idée, ça va être de se dire, OK, en fait, on est déjà très bon pour structurer l'information, pousser les bons produits aux bons clients sur le site. Donc, qui de meilleur que nous pour le faire demain à destination des agents? Et l'autre challenge qu'on va avoir, c'est la fin du mirage du SaaS. Parce que ce que je disais, c'est que demain, on va avoir des millions et des millions, si pas des milliards d'agents qui naviguent sur les sites. Donc le modèle des solutions SaaS qui font payer à la requête, à la visite de la page, à mon avis, il va exploser quand il y aura des millions d'agents qui vont naviguer en fait sur les sites e-commerce. Donc eux aussi vont probablement devoir se réinventer, mais ça ne me paraît pas tenable de rester sur ce modèle-là, déjà en termes de tarification. Second point, c'est ce que je disais au début, c'est des solutions qui capturent en fait la valeur du marchand, puisque toutes les données clients, toutes les données catalogue sont chez elles, et pourtant voilà, la valeur, elle est là-dedans. Donc c'est vraiment aux antipodes en fait de ce qu'on appelle la souveraineté numérique aujourd'hui, où les marchands recherchent plutôt de la maîtrise de leur plateforme, de la maîtrise sur leurs données, et de la maîtrise aussi sur leurs coûts. Donc à mon avis, on est plutôt parti vers quelque chose qui va être ce qu'on a appelé Return of Ownership. C'est plutôt ça que les marchands cherchent aujourd'hui, c'est de redevenir les maîtres en fait, sur leur stack, de posséder leurs outils, leur code source et les données qui vont avec. Et enfin, on va avoir, pour essayer de réussir ce challenge et s'adapter en tout cas à ce monde agentique et drivé par les agents, nous ce qu'on envisage de faire, c'est d'avoir deux briques. Une qui va gérer la façon dont on expose les données pour qu'elles soient intelligibles, compréhensibles et bien référençables par les agents. Et de l'autre côté, ce qu'on a appelé le gatekeeper, là, c'est aussi pouvoir contrôler en fait ce que ces agents vont pouvoir voir, comment ils vont le voir, quelles données ils peuvent lire. Il ne faut pas qu'ils puissent avoir accès au taux de marge ou des choses comme ça, mais pour autant, il faut quand même que les bons produits soient poussés. Et de fournir aussi une couche de monitoring pour être capable de dire aux e-commerçants, regarde le trafic qui vient des agents, il te rapporte X milliers d'euros, X parts de marché, et ils ont un taux de conversion de X% par rapport aux clients qui naviguent encore eux-mêmes sur le site. Donc en fait, la technologie, elle évolue. On a vu qu'on a fait un long chemin. Ça fait 50 ans que les bases théoriques ont été posées. C'est toujours l'état de l'art aujourd'hui. Le BM25, c'est toujours le meilleur algorithme de pertinence sémantique. Donc c'est probablement là encore pour durer un peu. Mais on va devoir pivoter sur cette nouvelle ère en fait, de l'IA et des agents. Et nous, on a la conviction en tout cas que ceux qui sortiront vainqueurs de ça, c'est ceux qui continueront à posséder leur stack technique, leur code source, leurs données, et à maîtriser en fait toutes les chaînes, toute la chaîne de valeur de bout en bout. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Non. Une seule question. Non plus. Bon, merci Romain pour cette présentation. Merci à tous.